Il est docteur en lettres, professeur de philosophie, écrivain, critique littéraire et d'art, mais également conseiller spécial du président pour les affaires culturelles. Là, j'ai bien envie de nommer le professeur Hamidou Dia, l'invité de ce numéro grand format de Dakaractu. Bonjour, professeur. Bonjour. Professeur, ça fait quoi d'avoir un CV aussi long que le bras? Ça prouve que vous avez bien étudié à l'école? C'est parce que j'ai été à l'école. J'ai été à l'école, j'ai pu faire tout ce que j'avais envie de faire, lettres, philosophie, sociologie, parce que j'avais envie de faire cela. Et j'ai fait cela. J'ai été professeur pendant très très longtemps en Europe, notamment en France et au Canada, avant de devenir le conseiller culturel du président Macky Sall. Alors justement, on vous a trouvé dans votre bureau au Palais de la République. Alors, est-ce que le chef de l'État c'est un homme quand même qui écoute les conseils? Oui, en tout cas pour ce qui concerne, j'entends, c'est toujours la même question. Hein? On dit que le roi n'est pas mauvais, ce sont les conseillers qui sont mauvais. Il se peut qu'il y ait des conseillers qui sont mauvais, parce que dans toutes les cours, y compris les cours républicaines, il y a des courtisans. Il y a aussi des conseillers dont le rôle est d'aider à la décision. Je pense honnêtement faire partie de ces conseillers parce que le président de la République, il écoute ses conseillers. En tout cas, moi, pour parler de moi, je sais qu'il m'écoute beaucoup, que mes conseils peuvent être utiles sans être l'unique conseiller. Il y a de véritables conseillers ici. Maintenant, c'est le président de la République qui décide, qui tranche dans la solitude au milieu de tous ces conseils-là. Voilà. Mais les conseils sont utiles. Sont utiles parce qu'ils aident à la décision du chef de l'État en lui faisant remarquer un certain nombre de choses, en attirant son attention sur un certain nombre de choses et parfois même en anticipant sur des choses qui pourraient se poser. Et c'est ça notre rôle ici. Mais la décision lui appartient. Voilà. Absolument. Alors aujourd'hui, quelle est la politique culturelle du président de la République? Si politique il y a bien sûr. Alors vous voyez, le président a une politique culturelle très, très claire, bien qu'il soit un ingénieur. On ne s'attendait pas à ce qu'un ingénieur ait une politique culturelle. Or, toute proportion gardée, deux présidents de la République ont eu des politiques culturelles significatives. Ça a été le président Senghor et le président Macky Sall, un petit peu le président Wade. Cette culture consiste à faire marcher la culture sur ses deux jambes. Parce qu'en général, quand on parle de culture, on imagine la LMD, lutte, musique, danse. Bon, évidemment, ce sont des éléments qui font partie de la culture, mais la culture ne se réduit pas seulement à cela. Il faut aussi que la culture produise de l'économie. Vous voyez par exemple le rôle de Hollywood dans l'économie américaine, c'est extraordinaire, ou Nollywood au Nigeria. Alors donc la culture qui marche sur ses deux jambes, c'est la culture qui produit de l'économie. Et la culture également, LMD comme je l'ai dit, lutte, musique, danse. Alors, et surtout, la culture qui contribue à former l'individu comme citoyen. Parce que c'est ça le rôle le plus important de la culture. Quand Senghor dit que la culture est au début et à la fin du développement, ce n'est certainement pas à la musique ou à la danse qu'il pensait, mais à la conscience citoyenne, celle-là qui construit, et à l'épanouissement final quand le développement arrive. Alors le président Macky Sall, c'est ça sa conception de la culture. Une culture qui marche sur ses deux jambes. Et pas seulement une culture qui colodique, une culture qui boite,
Et c'est très étonnant, même cette année, il l'avait déclaré, année internationale de la culture, année nationale de la culture, ici au niveau du Sénégal. Et il va reprendre d'ailleurs une série d'activités qui avaient lieu, par exemple le Grand Prix. Le président Macky Sall a créé un fonds pour aider le cinéma, qui était à 1 milliard et qui va passer à 2 milliards. Il va augmenter le fonds du livre, au niveau de la direction du livre. Il va aider la SODAV, la nouvelle société de musiciens. Donc, vous voyez, il fait beaucoup de choses. Hein. En l'espace de 3 ans, il a fait plus que le président Wade, par exemple, qui effectivement aussi a fait des choses sur le plan culturel. Donc voilà un ingénieur qui est très sensible aux questions culturelles parce qu'il sait que le PCE ne pourrait prendre tout son envol qu'en prenant en compte la dimension culturelle. Voilà. Que sans la dimension culturelle, sans la dimension citoyenne, nous ne pouvons aller nulle part. Donc d'où cet investissement dans la culture. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Parce que d'aucuns réclament quand même l'érection d'un musée d'art contemporain à Dakar. Mais il y a déjà un musée d'art contemporain. C'est, comment on appelle, le musée Boribana, qui nous a été offert par un grand mécène qui est décédé. On a un musée d'art africain, d'art contemporain, et je crois qu'il n'y a que nous qui l'avons. Il faut maintenant qu'il soit beaucoup plus connu. Il est à Ngor. Il s'appelle Boribana. La course est finie. Nous avons également le musée des civilisations noires, qui est une vieille idée de Senghor, qui est en train de refaire surface. Nous avons le musée Senghor, parce que la maison de Senghor, nous l'avons transformée en musée. Alors, donc, voilà, le Sénégal, enfin, l'État du Sénégal a au moins 3 grands musées. Le musée Théodore Monod appartenant à l'IFAN. Mais c'est quand même un musée du pays. Donc, sur le plan des musées, il y a eu 3 grandes réalisations du président de la République. Voilà. Alors, beaucoup lisent le professeur Hamidou Dia à travers Dakaractu via ses contributions. Alors, les contributions, vous les faites comment? Suivant l'actualité, l'évolution du pays, ou quand même suivant l'inspiration que vous avez dans votre bureau? Je pense qu'un penseur, qu'un intellectuel, qu'un écrivain doit avoir d'abord pour première qualité la générosité. Un écrivain ou un intellectuel qui n'est pas généreux, à mon avis, n'en est pas un. Et c'est pourquoi, par exemple, quand je regarde la presse, je dis, il y a une presse qui mérite d'être encouragée, il faut l'encourager. Il ne faut pas confondre toute la presse, n'est-ce pas, aux brebis galeuses qui se trouvent dans la presse, parce que ces brebis galeuses se retrouvent dans tous les corps de métier. Et par contre, il faut encourager la presse qui fait correctement son travail. Vous voyez, j'ai écouté ce matin Mbaye Sidi Mbaye, il a repris exactement ma thématique d'hier sur la bonne presse. Et je trouve qu'il faut de plus en plus que nous apprenions à nous apprécier les uns et les autres au lieu de faire des discours parallèles. Vous savez, au Sénégal, les gens font des discours parallèles. Moi, je dis quelque chose, la personne ne répond pas, mais il fait un discours à côté du mien. Alors qu'il fallait probablement, peut-être, s'il veut un débat, répondre à ce que j'ai dit pour être d'accord ou pour ne pas être d'accord. L'essentiel, c'est la générosité. Ça, c'est une qualité, à mon avis, extraordinaire. Un intellectuel, un écrivain qui n'est pas généreux ne l'est pas encore tout à fait. Ne l'est pas encore tout à fait. Un écrivain ou bien un intellectuel qui n'aide pas les jeunes écrivains ou les jeunes intellectuels à émerger n'est pas encore un bon intellectuel
ni un bon écrivain. Voilà l'idée que je me fais, en tout cas de mon rôle d'écrivain et de mon rôle d'intellectuel. D'accord. Alors la question de l'ethnicisme revient souvent. Alors, comment devrait-on aujourd'hui prendre en compte la question de l'ethnicisme? Ça revient souvent dans vos écrits. Alors aujourd'hui, comment devrait-on prendre en considération cette problématique de l'ethnicisme? Alors l'ethnicisme ne revient pas souvent, mais a fait l'objet d'une vaste polémique qui est terminée d'ailleurs, où des gens disaient de Macky Sall, parce qu'il est Halpulaar, qu'il est ethniciste. Alors l'ethnicisme consiste à privilégier son ethnie. Et j'ai montré que Macky Sall n'était pas du tout ethniciste, parce que c'est aussi dans des officines qu'on développe ce genre d'idées, et que c'est très, très, très dangereux, et qu'il faut distinguer l'ethnicisme de l'ethnocentrisme. C'est ça qui m'a valu une volée de bois vert. L'ethnocentrisme qui existe dans toutes les ethnies, hein, que ce soit les Wolofs, les Halpulaar que je suis. Il y a toujours de l'ethnocentrisme, parce que chaque ethnie se prend pour le centre du monde. Pareil chez les Bambara, pareil chez les Bantous. Hein. Muntu, ça veut dire l'homme. J'ai donc donné ces exemples-là, et c'est ça qui m'a valu une volée de bois vert, en disant que je ne comprenais pas trop bien ce que cela voulait dire, l'ethnocentrisme. Mais le fond du problème, c'était de dénoncer l'ethnicisme dont on accusait le président Macky Sall. Il est né à Fatick, il vit à Dakar, sa femme est saint-louisienne, donc, et dans son gouvernement, il n'y a pas plus de 4 ministres Halpulaar, alors qu'Abdoulaye Wade en a eu jusqu'à 9, et que ce n'est pas sérieux de se tapir dans l'ombre pour dénoncer cela. J'ai même vu des listes, hein, où tous les noms qui avaient une résonance pulaar étaient donnés comme preuve. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que le nom voyage. Il y a des Diouf, il y a des Ndiaye au Fouta. Et j'ai montré également qu'entre les Wolofs et les Toucouleurs, qu'ils ont la même mère, Fatoumata Sall. Fatoumata Sall, c'est la mère de Ndiaye Ndiaye. Donc ils ont la même mère, on ne peut pas les opposer. C'était ça. Et pour ceux qui ont lu, c'était ça. À la radio aussi, on a fait une émission qui a eu tellement de succès que cette émission a été repassée 3 fois, a été appréciée par de grandes personnalités comme Aminata Sow Fall, justement, qui est Wolof, qui a trouvé que c'était quelque chose de très bien. Alors, compte tenu maintenant de cette montée, j'ai décidé de mettre fin à ce débat. L'important, c'était de montrer que parler d'ethnicisme, ça c'est absolument dangereux pour la cohésion nationale. Vous êtes écrivain. Quel regard portez-vous sur l'édition au Sénégal? Sur l'édition au Sénégal. Bon, maintenant, il y a quelques années, c'était vraiment un problème, hein, l'édition, parce que les gens étaient obligés de se faire éditer à l'étranger. C'est ce que Senghor avait compris quand il a créé l'ENEA. L'ENEA, c'était le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire. Bon, ça n'a pas marché. Et les gens ont toujours cherché à avoir une reconnaissance à l'extérieur. Mais heureusement, ces dernières années, il y a des maisons d'édition qui commencent à voir le jour. Et ça, je trouve que c'est très, très, très bien. C'est une bonne chose que ces maisons d'édition doivent être aidées par le fonds d'aide à l'édition, justement, parce qu'il existe un fonds d'aide à l'édition et qu'ils publient, ma foi, des livres qui ne sont pas toujours de mauvais livres, qu'il en publie même d'excellents. Fodé, John a une maison d'édition
Seydi Sow, Aline Badara Bey, pour citer comme ça les mémoires, ont des maisons d'édition qui font un bon travail et qui nous empêchent, nous écrivains, d'envoyer nos romans ailleurs. Vous voyez, par exemple, moi, tous mes livres ont été édités en France. Mais quand je suis revenu, mes 2 livres qui sont sur l'année dernière ont été édités au Sénégal. Voilà. Bon, l'édition aussi, c'est une entreprise privée. On ne peut pas créer une édition en comptant uniquement sur le fonds d'aide à l'édition. C'est une entreprise privée, il faut avoir un minimum et puis maintenant demander un supplément. En tout cas, c'est ce que j'ai dit aux éditeurs. Vous ne pouvez pas créer votre maison d'édition en comptant exclusivement sur le fonds d'aide. Parce que comme son nom l'indique, c'est une aide à l'édition, ça c'est un. Et puis l'édition est une entreprise privée, ce n'est pas une entreprise étatique. Mais bon, elle a l'air de se porter bien. L'édition au Sénégal a l'air de se porter bien. Même les néants sont en train de sortir la tête de l'eau. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut encourager et féliciter. Voilà. Alors, quel regard portez-vous sur la marche du pays, entre les rapports entre le pouvoir et l'opposition? Bien. Vous savez, nous sommes un pays démocratique. Alors, la démocratie, c'est 2 choses. La controverse, le débat démocratique, ça c'est l'outil de la démocratie. Mais quelle est sa finalité? C'est le consensus. C'est qu'on tombe d'accord sur un certain nombre, pas sur tout, parce que l'unanimisme n'est pas démocratique. Hein. Il faut que les gens continuent à s'opposer et que les gens qui sont au pouvoir continuent à travailler. Je pense très honnêtement que le président Macky Sall travaille, que le Sénégal émergent est un bon plan de développement et j'aimerais que quand l'opposition n'est pas d'accord, qu'elle propose autre chose à la place en disant bon, ce que vous faites c'est bien, mais il reste ceci. Ce qui n'est pas bon, c'est dire que tout est mauvais. Ça, ce n'est ni de la démocratie, ou je ne sais pas à quoi ça rime, parce que tout ne peut pas être mauvais. D'autant plus que Macky Sall n'est pas Dieu, ni un demi-dieu, c'est un homme qui met toutes ses forces, qui met tout son combat pour que le Sénégal émerge 2035, donc il ne sera même pas là, et que demain, les gens qui vont le remplacer vont continuer l'œuvre qui est entreprise. Cependant, j'aimerais bien que l'opposition et le pouvoir puissent se parler. D'accord. Alors, vous êtes au cœur des affaires culturelles de la République. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour une retraite paisible des artistes? Il faut d'abord qu'il y ait une mutuelle. Hein? Il faut qu'il y ait une mutuelle, une forme de sécurité sociale. Et je crois que c'est en bonne voie d'ailleurs. Hein? Ils sont en train de créer une mutuelle parce que l'État ne peut pas tout faire. Hein? Au Sénégal, on a toujours l'idée de l'État-providence, qui n'existe plus depuis la mondialisation, n'est-ce pas? L'État ne peut pas tout faire, mais l'État peut aider, n'est-ce pas? Parce que je vois tout le temps les gens disent « Oui, mais qu'est-ce que l'État fait pour nous ?» Mais l'État ne peut pas s'occuper de vos retraites si vous n'avez pas cotisé. Hein? Il faut cotiser. Par contre, les artistes peuvent créer des mutuelles qui vont s'occuper de la santé des artistes et consorts. Et cela, c'est sur la bonne voie. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter Youssou N'Dour d'avoir mis les 75 millions qu'il a gagnés au Japon dans ces mutuelles-là. Et l'État aussi fera ce qu'il peut de son côté. Les artistes aussi feront. Il faut qu'ils cotisent. Et comme ça, si nous avons une mutuelle, mais c'est très bien, nos problèmes de santé vont être réglés. Parce que c'est très dommage de voir des artistes qui ont été de très grands artistes
mourir dans la misère. Et ça, je trouve que c'est très, très, très dommageable pour l'art sénégalais. Est-ce que vous êtes souvent sollicité par des artistes pour des problèmes particuliers? Ah, je ne fais que cela. Je ne fais que cela. Et chaque jour que Dieu fait, je reçois du courrier ou des artistes qui ont des problèmes individuels. Souvent, ils demandent de l'argent au président de la République. Souvent, ils disent qu'ils voudraient qu'on les aide à publier des livres. Alors, donc, sur 80% du courrier culturel que je reçois, parce que je ne reçois pas que le courrier culturel, sur les 80%, les 70% tournent autour des demandes d'aide. Voilà. On en revient encore à l'État-providence. J'ai dit qu'il faut toujours passer par la hiérarchie. Au temps de Senghor, on n'osait pas cela. On passe par le chef d'arrondissement, enfin le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le ministre, et ça n'arrive à la présidence qu'en dernier ressort. Quand toutes ces structures-là ne peuvent pas régler ces problèmes. Mais en tant que conseiller culturel, tout mon travail consiste précisément à répondre à des gens qui demandent des aides. Parfois, quand je pense que c'est vraiment très sérieux, j'écris au président de la République et souvent il répond favorablement. Il répond favorablement souvent, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde parce que parfois il y a des demandes un peu farfelues. Bon, il y a des demandes aussi très sérieuses. Alors nous essayons de prendre en compte ces demandes très sérieuses et le président réagit favorablement, c'est dans le sens qu'on lui indique, nous conseiller. Quand on lui dit qu'on pense que c'est là un cas qui mérite d'être pris en considération par lui, il le fait. Professeur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'entretien qui recevait le professeur Hamidou Dia. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous très bientôt sur Dakaractu.